On s'est déjà demandé comment un pays fait pour suivre à la trace chaque dollar, chaque euro, chaque yen qui entre et qui sort de ses frontières. Ça paraît être un casse-tête comptable monumental, et pourtant, il existe un système assez génial pour y voir clair. Prenons un exemple tout simple. Un touriste qui achète un souvenir pendant ses vacances à l'étranger. Ce geste, en apparence anodin, déclenche en fait toute une chaîne financière. Alors, comment on fait pour suivre des milliards de transactions comme celle-ci, des plus petites aux plus gigantesques, pour au final dresser le portrait économique d'un pays? Eh bien, la solution, c'est ce qu'on appelle la balance des paiements. Le mieux, c'est de l'imaginer comme le grand livre de comptes qu'un pays tient avec le reste du monde. Absolument tout y est noté, de l'achat d'un petit collier jusqu'à la construction d'une usine entière. Le principe de base est très simple, on suit l'argent. Bon, alors, plongeons un peu dedans. Cette fameuse balance des paiements, elle se divise en deux grands comptes principaux. Le premier, c'est le compte courant. C'est celui qui va enregistrer en gros tous les échanges du quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce compte courant? D'abord, la star, la plus célèbre, le commerce de biens, notre fameuse balance commerciale. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Il y a aussi les services, pensez au tourisme, aux assurances, à la pub. On ajoute aussi les revenus, par exemple les dividendes qui partent vers des actionnaires à l'étranger. Et enfin, les transferts courants. C'est de l'argent qui bouge dans un seul sens, comme l'aide internationale ou en don. Et comment on note tout ça? C'est juste un système de débit et de crédit. En fait, c'est super simple. L'argent quitte le pays, hop, c'est un débit, on met un signe moins. Par exemple, une entreprise qui importe des pièces détachées. L'argent entre dans le pays, facile, c'est un crédit, un signe plus. Par exemple, la vente d'un avion Boeing à une compagnie étrangère. Ok, on a vu les flux du quotidien, maintenant on passe au deuxième grand chapitre, les mouvements de capitaux. Là, on change d'échelle. C'est le compte de capital et financier, et comme son nom l'indique, il suit l'argent qui est destiné à l'investissement. Et là, il faut absolument faire la distinction entre deux types d'investissements. D'un côté, l'investissement direct, une entreprise qui construit son usine à l'étranger ou qui achète une grosse partie d'une autre boîte. C'est du solide ça, un engagement sur le long terme. Et de l'autre, on a l'investissement de portefeuille, acheter des actions, des obligations. Ici, le but, c'est le rendement, pas de prendre le contrôle. Et ça, attention, c'est de l'argent qui peut bouger à la vitesse de l'éclair. C'est beaucoup, beaucoup plus volatile. Il faut bien se rendre compte que cette énorme circulation d'argent est un phénomène assez récent. Après une première mondialisation à la fin du 19e siècle, les deux guerres mondiales et la crise de 29 ont mis un grand coup de frein. Il a fallu attendre les années 70 et la fin du système de Bretton Woods pour que les vannes s'ouvrent vraiment et qu'on entre dans notre ère actuelle de flux financiers massifs et ultra rapides. Alors comment tout ça s'emboîte? On arrive au point crucial, la clé de voûte de tout le système. C'est que la balance des paiements, comme c'est une comptabilité en partie double, doit toujours, et j'insiste, toujours s'équilibrer. La somme de tout doit faire 0. Et cette phrase, elle résume parfaitement la règle fondamentale. C'est un jeu de miroir. Si un pays dépense plus qu'il ne gagne avec le reste du monde dans ses échanges courants, il a un déficit. Ce trou dans la caisse, il faut bien le financer. Et comment? En attirant plus d'investissements qu'il n'en envoie à l'étranger. Autrement dit, en ayant un excédent de l'autre côté. L'un compense l'autre, c'est mathématique. Regardons un cas très concret, les États-Unis, en l'an 2000. Le compte courant, un déficit de presque 445 milliards de dollars. Un trou béant. Et le compte financier? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une pure nécessité comptable. Il affiche un excédent presque identique. La balance est parfaite. L'histoire que ces chiffres nous racontent, la voici. En 2000, les États-Unis ont acheté bien plus de biens et de services au reste du monde qu'ils ne lui en ont vendus. Et pour payer cette différence, eh bien, ils ont vendu des actifs au reste du monde. Des actions, des obligations, des entreprises. En bref, ils ont attiré les capitaux étrangers pour financer leur consommation. Et ça nous amène à la question finale, et sans doute la plus passionnante. Un déficit qui dure, comme celui des États-Unis, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour une économie? C'est bon signe ou mauvais signe? En fait, face à ce déficit, il y a deux lectures radicalement opposées. La vision faiblesse dit « Attention, ce pays vit au-dessus de ses moyens, il s'endette auprès des étrangers pour consommer ». Et puis il y a la vision force qui dit tout le contraire. C'est une preuve de puissance incroyable. Si le monde entier se bouscule pour y placer son argent, c'est bien qu'il a une confiance absolue dans cette économie, qu'il la voit comme la plus sûre et la plus rentable. Et pour corser le tout, il y a ce paradoxe fascinant. Même si les étrangers possèdent plus d'actifs aux États-Unis que les Américains n'en possèdent à l'étranger, ce sont les Américains qui gagnent plus d'argent sur leurs investissements. Ça vient sérieusement compliquer l'image un peu simpliste d'une nation endettée. La question reste donc ouverte.
Est-ce que ce déficit persistant est une sorte de bombe à retardement, le signe d'une vie à crédit qui finira mal, ou est-ce que, au contraire, c'est la preuve ultime de la force, de l'attractivité d'une économie que le reste du monde est prêt à financer indéfiniment? C'est tout le débat central et passionnant que soulèvent les chiffres de la balance des paiements.